je viens vous parler de la verticalisation du Bon Coin, ou comment rendre son CEO heureux via la développeur expérience, le swarming et le pair programming. Promesse, bien sûr, non contractuelle, vous vous en doutez. Mais on va essayer de vous expliquer, hop, comment on va essayer de faire ça. Ah, et la molette ne marche plus, évidemment. Donc, bonjour, je m'appelle Simon Morin, je suis lead architecte chez Le Bon Coin, boîte que j'ai intégrée en 2012. Vous pouvez me suivre sur le petit réseau social à l'oiseau bleu sous ce nom-là. Le Bon Coin, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de petites annonces qui est leader sur son marché depuis 2010 et qui croît beaucoup, régulièrement, par croissance organique et par rachat. Ce qui fait que l'organisation et l'architecture logicielle, elles doivent évoluer régulièrement. Et aujourd'hui, on est justement là pour parler d'une de ces évolutions, qui a commencé en 2020, la verticalisation. Je vais essayer de vous donner un petit peu de contexte. Faut savoir déjà que le marché du Bon Coin, c'est un marché très concurrentiel. On a plein de copains. Et généralement, ces copains, ils attaquent un marché, on appelle une verticale spécifique. L'emploi, l'IMO, les biens immobiliers, et ainsi de suite. Et donc, nous, on est plutôt un généraliste à la base. Et du coup, on a un enjeu stratégique à pouvoir adapter l'expérience des utilisateurs aussi bien que ces spécialistes, qui, eux, se concentrent uniquement sur un type de transaction particulier. Et donc, en 2020, ça c'est Antoine, c'est notre CEO. C'est une vieille photo parce qu'il n'a plus de cheveux, en fait. Toujours est-il qu'en 2020, fort de ce constat-là, on était attaqué assez fortement, il nous a demandé de faire en sorte, côté Product and Tech, qu'on puisse avancer sur les différents verticaux, sur les différents marchés en parallèle, en mettant un petit peu de bourre. Niveau produit, quelle était l'idée? C'est d'avoir une expérience propre à chaque marché au sein de la même plateforme, donc avec une sorte d'UX commune, des fonctionnalités communes, mais de pouvoir diversifier la recherche dans à la fois la stratégie d'ordonnancement des annonces, l'utilisation ou non de grosses images, de petites images, de cartos, et ainsi de suite, pour coller au mieux aux besoins de chaque marché. De décliner ça sur en gros un peu l'ensemble des parcours du site. Donc ça, c'est typiquement les descriptifs de petites annonces. Ça se voit peut-être pas très bien. Et là, l'idée, c'est qu'on a une petite annonce de location de vacances d'un côté et une petite annonce d'emploi, d'offre d'emploi de l'autre. L'idée, c'est donc de pouvoir, dans chaque verticale, adapter le look and feel, composer différemment la partie composants communs et ajouter des composants qui sont propres aux features spécifiques de chaque verticale. Donc, dans la location de vacances, il y a les calendriers de disponibilité. Dans l'emploi, il y a les jolies petites vidéos qui viennent vous faire visiter la boîte dans laquelle vous allez postuler, bien évidemment, et ainsi de suite. Côté voiture, par exemple, on a la cote Argus, etc. Dernier point, 2020, c'est le moment où on commence à rentrer sur vraiment assez fort sur la transaction. Et donc, pareil, il faut pouvoir avoir des funnels de transactions spécifiques à chaque verticale parce qu'on n'achète pas des baskets comme une voiture ou comme on loue un appartement ou un mas dans le sud pour les vacances, bien évidemment. Et côté Product and Tech, comment dire, on était un petit peu dubitatif, pour être poli, sur notre capacité à embrasser cette stratégie. Pourquoi ? Le Bon Coin, à ce moment-là, ça fait à peu près 15 ans que ça existe et que c'est un site généraliste. Et du coup, dans la code base, il y a effectivement des bouts de features qui sont spécifiques à un marché, spécifiques à une verticale, mais ils sont dispersés un peu partout, comme dans le Rubik's Cube. Là. Ils n'ont pas de cohésion particulière, on ne les a pas organisés. Et ils sont, au moment où on nous demande d'accélérer, la responsabilité de tout le monde, donc la responsabilité de personne. Pour vous expliquer un peu comment on est arrivé là, il faut que je revienne encore un petit peu plus en arrière et vous expliquer comment on est organisé chez Le Bon Coin. Donc en 2017, on s'est réorganisé en s'inspirant du modèle de Spotify. Donc en ayant des équipes, on appelle ça des feature teams, donc des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles on a
des développeurs back-end, des développeurs front-end, des développeurs app, et à qui on donne la responsabilité d'un bout du fonctionnel du site, dans l'espoir qu'ils puissent travailler en indépendance, chacun sur leur domaine, et faire progresser, sans trop avoir besoin de se synchroniser, le fonctionnel de la plateforme. Et donc, il y a toute une archi microservice derrière, ainsi de suite, pour qu'ils soient capables de shipper leur propre bout de fonctionnalité indépendamment les uns des autres. Donc, il a fallu, puisqu'il fallait répartir les domaines métiers au moment où on a adopté cette stratégie-là, choisir justement quelle découpe on allait faire. Et du coup, on s'est beaucoup basé sur les grands parcours utilisateurs. On s'est dit, on va faire une partie... on s'occupe du vendeur et de son dépôt de petite annonce, donc c'est ce qui est noté avec Classified Ad. On s'est dit qu'on allait s'occuper de l'acheteur et de l'expérience de recherche. On s'est dit qu'on allait s'occuper des deux au moment de les mettre en contact et puis ensuite de leur permettre d'effectuer la transaction sur le site. Ce qui est chouette avec ces domaines-là, c'est qu'ils ont des dépendances assez limitées, une dépendance 1 à 1, donc grosso modo, généralement, par la transaction. Ce qui fait que les différentes équipes, effectivement, une fois qu'on les a cités sur ces domaines et qu'on les a envoyés, elles ont commencé à dépiler assez fortement. Et truc assez sympa du modèle, ça scale bien. C'est-à-dire que ça, c'est les effectifs du Bon Coin. En bleu, c'est les effectifs de la boîte avec l'échelle à gauche. En vert, les effectifs Product and Tech avec l'échelle à droite. Donc, vous voyez, en 2017, quand on fait ce move, on est à peu près une centaine à la tech. Et en 2020, quand Antoine demande d'accélérer, on a rejoint 400. Et jusque-là, le modèle, il s'est assez bien incrémenté. Parce que grosso modo, on rajoute de nouvelles équipes, et ce qu'on fait, soit on rajoute de nouveaux domaines, et c'est cool, les gens sont autonomes, soit on a des équipes qui grossissent assez naturellement, et on les split en deux, elles se répartissent des sous-parties des domaines qu'on a vus. Toujours un peu mutuellement exclusif. Seulement, vous voyez qu'en 2020, on fait un petit... entre 2018 et 2020, on fait un bout x2, quoi. Il y a plein de gens qui arrivent. Et donc, ils arrivent avec Antoine qui dit « Attention, il faut qu'on accélère sur les verticales. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « Ah, on va créer des équipes pour les verticales. » Comme justement, on sait que de toute façon, déjà, ne pas avoir d'ownership clair, ça pose des problèmes. On crée des équipes. Le seul petit problème, c'est que ces équipes-là, elles ont un fonctionnel qui overlap sur des équipes qu'on va appeler parcours. Et donc, le réseau de dépendance, il commence à ressembler à ça. C'est-à-dire que chaque équipe verticale, elle a besoin potentiellement de l'équipe petite annonce, de l'équipe search, de l'équipe contact, de l'équipe transaction, pour pouvoir modifier ses parcours sur son marché. Ça a peut-être quelques petites conséquences. C'est aggravé par un autre élément qui est que, vu qu'on est une boîte hyper agile, on fait des roadmaps à l'équipe tous les 3 mois. Et donc, on a plein de dépendances, et tous les 3 mois, on a une sorte de jeu de négociation pour savoir qui va prendre quel développement, pour qui, et prioriser comment. Tout ça pour dire, on a quelques symptômes qui sont liés à cette organisation. Le premier, c'est qu'on a beaucoup de work in process. On a beaucoup de tâches qui attendent d'être prises. Et du coup, même des fonctionnalités très simples, par exemple, ajouter pour emploi, ajouter le salaire sur la petite annonce et le mettre dans le moteur de recherche, ça peut prendre 2 mois. 2 mois, 3 mois. Pas 2 mois, 3 mois de dev intense, hein. 2 mois, 3 mois où le ticket doit attendre que tes petites annonces, on ait le temps d'ajouter champ. Et une fois que c'est fait, de refaire la demande côté search pour qu'on le mette dans le moteur de recherche. Et ensuite, pour que l'équipe verticale intègre ces données-là et choisisse son look and feel et l'intègre. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. Vous pouvez bien imaginer que si sur les trucs simples, c'est déjà long, sur les trucs complexes, sur les features complexes, très vite on tend un petit peu les gens. Et on a un phénomène de négociation super intense entre les équipes qui essayent en amont, du coup, de négocier le plus fort possible et donc aussi de spéquer le plus en avant possible leurs fonctionnalités pour essayer de se caler avec les plannings à venir des autres équipes. Typiquement, par exemple, une des fonctionnalités un petit peu complexes des premières qu'on a eu à gérer dans ce setup-là,
ça a été l'allocation de vacances, qui impacte à la fois la petite annonce parce qu'il faut mettre le calendrier dispo dessus, à la fois le moteur de recherche parce qu'il faut pouvoir trouver les annonces qui sont disponibles pour le séjour de l'utilisateur, la transaction parce qu'il y a toute la partie justement échange entre le loueur et les vacanciers. Et en fait, ça, du coup, ça génère plein de grooming, mais très en avance de phase. On dit il va falloir que Search fasse ça, il va falloir que Petite Annonce fasse ça, il va falloir que Vacances fasse ça. On se cale, là on a une dispo à 2 mois, là on verra pour la prochaine roadmap et ainsi de suite. On se fait un plan, et généralement, le plan, il suffit qu'il y ait une des équipes qui souhaite banquer une modification de priorité, ce qui arrive environ toutes les 12 minutes. Et tout le monde se décale, et le truc prend un temps pas possible. Il y a d'autres effets, voilà. Du coup, on a des itérations super lentes, des boucles de feedback très très longues. Et puis un moment entre le moment où est fait la conception et le moment où on commence les implés, où il peut s'être écoulé plusieurs mois, et donc même si on les a bien faites, les précos, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, de toute façon la réalité a changé, et donc du coup il faut s'adapter. Il y a plein de rendez-vous ratés, comme je vous le disais, à cause de ces décalages de priorité, et aussi du coup des intégrations difficiles, parce que faites sur des présuppositions d'il y a plusieurs mois. Ce qui fait que quand on arrive à sortir une feature comme ça, un peu complexe, généralement personne n'a plus envie d'y toucher. Parce que c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop long. Il y a aussi des symptômes un petit peu plus difficiles à observer, mais dont on peut se rendre compte si on met un pied dans une équipe verticale. Il y a une charge cognitive très importante pour les développeurs verticaux. Parce qu'ils doivent comprendre énormément de choses de la façon dont le site a été construit, dont les équipes parcours ont construit le soft, et de la façon dont justement leur métier est dispersé parmi là. Et du coup, même pour faire des changements simples, ils ont beaucoup de choses à savoir qui ne les concernent pas directement la plupart du temps. Et en plus, ça se double d'une certaine ambiguïté de périmètre. Parce que justement, la responsabilité sur ces bouts de code, elle est un petit peu floue. Généralement, elle est dans des codebases qui ne sont pas forcément à eux, mais c'est du métier qui les concerne. Et ça, là, on paye un peu le fait d'avoir brisé les vertus de notre modèle, c'est-à-dire d'avoir des domaines métiers qui ont un overlap entre des équipes et qui sont plus disjoints. Et ces deux éléments-là, ils génèrent un joli pourrissement du code, parce que grosso modo, quand ça devient très compliqué de faire des trucs simples, et qu'en plus on ne sait pas vraiment où les faire et à qui c'est de les faire, on a tendance à pas mal contourner dès qu'on peut, à minima. Ça s'ajoute justement au manque de cohésion du code vertical, des ifs un peu dans tous les sens, ce qui fait que l'état global de la codebase, il ne paraît pas super sain. Bon, du coup, on se dit qu'on ne va pas être capable d'accélérer dans ces conditions-là. Il va falloir qu'on se creuse un peu la tête. Et donc, on commence par mettre dans une même salle des équipes verticales, des équipes parcours, un architecte, un coach, et on réfléchit un petit peu à la façon dont on en a construit le soft. Donc on fait du reverse engineering, on fait des event storming pour comprendre exactement comment sont mappés nos parcours, où sont les dépendances entre systèmes, et ce sur quoi les verticales ont besoin d'avoir la main, et ainsi de suite. De là, on se pose plein de questions. On se pose des questions du genre et si on forquait tout pour chaque verticale, ce serait beaucoup plus simple. Et si on permettait à tout le monde de taper dans toute la code base, on a une certaine territorialité du code. Si on passait sur des équipes projets plutôt que de se prendre la tête avec ces questions de domaine, ce serait sûrement beaucoup plus facile. Ne faites pas ça chez vous. Si on construisait des services configurables pour les verticales par défaut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On lit aussi le très bon Team Topologies, qui propose des super modèles pour justement modéliser à la fois le rôle des équipes, leur mode de collaboration, et ainsi de suite. Et de là, on sort un truc qu'on espère être le bon plan, ou sinon au moins un bon plan. Ce bon plan, il consiste en 4 points. Le premier, c'est adapter les missions. Alors, on va choisir de faire en sorte que les équipes qui détiennent les parcours, donc la petite annonce, la transaction, le contact, le search, elles basculent dans une relation client-fournisseur avec les verticales et qu'elles les supportent, au sens anglais du terme, dans la création du soft. Deuxième point, ça paraît à tout le monde que le fait de se synchroniser par roadmap interposé
avec des phases de grooming interminables en amont, c'est pas le truc le plus efficace du monde. Donc on se dit qu'on va mettre les gens ensemble. Et comment on va le faire? On va proposer de swarmer les équipes verticales et les équipes parcours. Donc le swarming, le concept, en tout cas de la façon dont on l'a implémenté, c'est dans le cadre d'un développement de features verticales, prendre des devs verticaux et les coller dans les équipes parcours dont elles ont besoin. Et là, les devs font du pair, du mob programming, et ainsi de suite, et ils avancent en ayant à la fois la vue, on va dire, générique et la vue spécifique à leur marche. Donc voilà, on met les gens ensemble, on swarm les équipes, plutôt que de les faire communiquer par process édifié, et on les fait dev ensemble surtout. Troisième point, un peu une conséquence, on décide d'investir dans la développeur experience. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? La développeur experience, ou DX, c'est un peu l'UX du développeur. C'est-à-dire, en gros, quelle expérience on lui propose quand il doit implémenter un bout de métier dans la stack du Bon Coin. On fait le constat, assez facile, que l'UX pour les développeurs verticales, elle est perfectible. Comme on l'a expliqué, la charge cognitive est ultra haute, et donc on voudrait que les devs puissent se concentrer sur le métier, en fait, et plus voir toute la complexité accidentelle qu'on a créée. Et donc pour résorber cette complexité accidentelle, on va prendre le code des domaines un peu parcours, et on va redécouper. On va refaire des focus de responsabilité claire. On va essayer de rendre la cohésion au code vertical, le remettre qu'à un seul endroit, et on va proposer des couches d'abstraction au-dessus des différents domaines partagés. Tout ça, ça implique beaucoup de refactoring. L'idée, c'est de proposer, en termes de DX, des plateformes pour les équipes verticales pour qu'elles puissent, grosso modo, avoir des briques de Lego à disposition quand elles vont paramétrer, modifier leur parcours. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des plateformes. On se dit, ben voilà, pour que la DX soit au rendez-vous, on va demander à ces équipes parcours de construire des blocs pour les mettre dans les mains des communs. Voilà. Donc là, en gros, grosso modo, on a l'essence du plan. L'essence du plan, donc c'est pivoter les équipes parcours pour les faire accompagner les équipes verticales, les faire bosser ensemble, directement sur le code, et construire des plateformes pour aider les verticales à implémenter leur parcours. Et donc ça, on va dire que d'un point de vue théorique, si on pouvait basculer l'organisation et la code base d'un coup, on aurait résolu notre Rubik's Cube, on aurait réaligné la strat avec l'orga et le code. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter le site et les équipes ont 18 mois pour faire un refactoring des enfers. Ça, il va falloir le faire itérativement, sans arrêter le run. Et du coup, là se pose une petite question marrante. Est-ce qu'on commence par l'œuf ou la poule? Est-ce qu'on commence par demander aux équipes parcours de créer des plateformes dans un premier temps et ensuite de les ouvrir aux verticaux pour, une fois qu'elles sont sèches, pour construire dessus? Ou est-ce qu'on pivote la relation entre les équipes tout de suite, même s'il n'y a pas de soft de prêt pour, en disant le plus important, c'est que vous switchez dans ce mindset justement de support et de collab direct. Alors, Melvin a une idée sur la réponse. Donc, ce monsieur, c'est Melvin Conway, chercheur au MIT, qui en 1968, pardon, il n'avait pas la même tête à l'époque, a démontré que les organisations qui construisent des systèmes complexes, elles tendent à produire des designs qui reproduisent les structures de communication entre leurs équipes. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, moi je vous dis la façon dont moi je comprends. Grosso modo, ça veut dire que, par exemple, des équipes qui ont un lien historique fort, qui ont des liens personnels forts, vont avoir tendance, par exemple, à avoir un code beaucoup plus couplé que la moyenne. Inversement, des équipes qui ne peuvent pas se piffrer ou qui ne se font pas confiance vont avoir tendance à avoir des systèmes qui s'évitent ou qui se contournent. C'est des exemples un peu extrêmes, mais c'est l'idée derrière.
On peut, du coup, dans ce cadre de choix entre l'œuf et la poule, on peut l'interpréter de deux façons différentes. On peut se dire que du coup, si on commence par demander aux équipes parcours de pivoter un peu leur design sans changer la relation dans le communique, dans le travail avec les équipes, en fait, on risque de faire le move que partiellement. Et que par contre, inversement, si on les met de base, dès le départ, dans cette nouvelle façon de bosser ensemble, assez naturellement, surtout si on leur explique que c'est un peu l'idée, on devrait pouvoir arriver à faire émerger le design qui nous intéresse et faire popper nos plateformes. Donc, on choisit l'œuf. Et l'idée, ça va être donc de prendre une première équipe parcours, de lui faire construire en swarmant avec des verticaux, des devs des verticaux, une première plateforme, de faire monter les gens dessus, et de propager le modèle à travers l'organisation jusqu'à arriver à notre cible où l'ensemble des parcours est plateformisé et toutes les verticales sont autonomes. Enfin, c'est le bon plan, on espère. Donc on commence par une expérimentation. En 2020, on lance un test, on essaie de plateformiser le search et la partie petite annonce. Et comme ça se passe pas trop mal, en 2021, on lance une bouteille à la mer sur la partie transaction aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu la genèse, c'est le contexte et la genèse derrière cette verticalisation et le plan. Là, je voudrais du coup essayer de vous montrer ce qu'on a construit, notamment au niveau du search. D'accord ? Bon, c'est le happy case, je vous le montre pas. Mais je vais essayer d'expliciter ce qu'on entend par développeur expérience dans ce cas-là. Donc, il faut qu'on se mette, vous et moi, dans les chaussures d'un développeur vertical qui vient créer une nouvelle verticale sur le bon coin. Je sais pas, par exemple les vélos, admettons. De toute façon, on n'a plus d'essence. Donc, on arrive, on est onboardé dans l'équipe et on nous explique que, grosso modo, chez nous, le search, c'est 3 grands blocs logiques. Le premier bloc logique, il s'occupe de faire en sorte de récupérer le contenu des petites annonces. Le deuxième bloc logique, il permet de customiser la recherche. Et le troisième bloc logique, c'est ce qui permet de faire l'affichage côté UI. Et donc, on prend nos petites papates et on commence par créer grosso modo l'infra. Donc chez nous, on utilise de l'Elasticsearch. On a une petite web app interne. On va pouvoir grosso modo, par conf, dans une UI, générer un nouvel index, gérer son modèle de données, le plugger au tuyau qui est sur Kafka et qui va le charger, gérer le rate limiting et ainsi de suite. Et ça va déployer l'infra automatiquement. Donc là, on vient un petit peu de complexité, pas forcément utile. Le deuxième bout qu'on va vous mettre dans les mains, c'est un lib partagé, une sorte de un squelette de service qui permet de gérer l'agrégation des données dont vous avez besoin et le cycle de vie de vos annonces en ligne. Je vais essayer de rentrer un tout petit peu dans le détail du fonctionnement de ce truc. L'idée, c'est que là, c'est une solution pour justement essayer de régler ces problèmes de cohésion de code. Je vous expliquais, toute la logique verticale était un petit peu dispersée. Là, l'idée, c'est qu'on met dans les mains des verticales un squelette qu'elles peuvent booter facilement, dans lequel elles vont pouvoir agréger justement les données qui viennent des différents systèmes dont elles ont besoin pour construire leur annonce en ligne. Donc il y a des trucs qui sortent un petit peu de la plateforme petite annonce vanilla, il y a des trucs qui sont des infos de profil, il y a des trucs qui sont des infos des produits de visibilité que le client a acheté, il y a des infos qui sont propres à leur verticale. Par exemple, nous, dans notre verticale vélo, on vend des vélos, on a un système de transaction spécifique au vélo, et du coup, on peut, par exemple, choisir d'indexer ou désindexer, enfin, de publier ou de dépublier une annonce si une transaction démarre dessus, par exemple, s'il y a une offre qui est acceptée, etc. Donc, ce genre de choses, en tout cas, c'est dans la main du vertical, grâce à ces bouts de code partagés. Donc là, on est plutôt sur un concept d'inner source. Pareil, je fais ça avec mes petites pattes gourdes, mais on le fait en pair avec un dev de la plateforme. Et du coup, je branche ça, je le mets en prod, j'ai mon propre service d'indexation, et c'est bon, mon contenu est disponible en ligne. Le point suivant, c'est quelle est la stratégie d'ordonnancement. Grosso modo, ça c'est un truc qui est très important. Quand on fait une recherche sur un marché, les critères importants, ils peuvent être très 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 différents d'un marché à l'autre.
Typiquement, par exemple, le temps, la récence, n'a pas du tout le même poids, par exemple, sur un appartement que sur une location de vacances. Genre, le fait que la petite annonce soit récente sur un appartement, ça peut être important parce que ça veut dire que potentiellement il faut y aller vite. Sur une log de vacances, ça n'a à peu près aucun sens, aucun poids. Et donc, on peut, ça c'est un exemple d'une dimension qu'on peut utiliser dans la fonction de scoring qui va permettre de lancer les annonces, mais en fait il y en a plein. C'est-à-dire quel poids on va donner aux critères textuels de la recherche versus le contenu de l'annonce, la proximité spatiale, la récence du bien, le fait qu'il y ait une transaction dessus ou pas, le fait que le profil du vendeur soit bien noté ou non. Tout ça, on peut le prendre en compte dans la partie scoring, plus des petites briques de NLP marrantes qu'on ajoute pour gérer potentiellement les problèmes de synonymie, par exemple. Donc, on fait nos choix. Pour valider qu'ils sont pertinents, on a un système d'A/B testing qui permet de déployer en prod plusieurs alternatives de notre justement, stratégie de scoring. Et on a une petite partie dashboard interne. On va pouvoir voir dans le temps, comparer les performances et trouver les fonctions de scoring optimales. Ça se double ça d'une petite web app interne qui permet d'aller voir en prod directement les différents effets de l'A/B testing, comment est-ce que concrètement il ordonnance les annonces, et aussi d'explorer des recherches utilisateurs anonymisées pour voir ce qui transforme ou pas. Donc ça c'est aussi de la feature interne à destination des développeurs pour qu'ils comprennent ce qu'il fait, ou des PO, ou des managers. Et enfin, sur l'affichage, on est à nouveau sur des systèmes de librairie partagée, de composition, pour pouvoir adapter aux besoins du marché. Voilà. Alors, pourquoi on fait tout ça? Déjà, vous avez vu, je parlais de plateforme. On pourrait avoir une vision un peu monolithique du truc. C'est beaucoup plus ce qu'on a construit, c'est beaucoup plus une boîte à outils pour adresser les différents besoins qu'on a sur un domaine qu'on partage. Et ça, c'est un peu important. Grosso modo, la partie développeur expérience, elle nous met dans une situation où on doit penser produit, mais produit au sens qu'est-ce qu'on va mettre dans les mains des devs qui sont en face. Et ça nous permet d'identifier où est-ce qu'il faut qu'on cut, grosso modo, où est-ce qu'il faut qu'on découple certaines parties de notre code base historique. Et pour chaque besoin, est-ce qu'on va plutôt tendre à faire de l'inner source parce que c'est plus simple de mettre le code directement dans la main des copains, ou est-ce qu'on va plutôt aller vers des sortes de plateformes en mode web app interne, parce que ça sert à rien qu'ils se galèrent à approvisionner de l'infra ou réinventer la roue pour faire un truc comme le scoring. Donc tout ça, ça fait qu'on fait beaucoup de refactoring. À côté, on a, comme je vous le disais, un process d'onboarding et quand c'est cool, de la doc. Et ça a des effets positifs sur pas mal de nos symptômes. Déjà, clairement, on règle de la dette. On réécrit du code, on repurge. On fait des choix conscients, etc., qu'on peut expliquer, qui sont documentés sur la façon de découper le métier du parcours et de le mettre dans les mains des verticales. Donc ça, pareil, ça baisse de beaucoup. À la fois les ambiguïtés de périmètre et la charge cognitive du vertical. Parce qu'en gros, là, le parcours devient un peu fléché en fonction de ce qu'il veut faire. Ça a un effet sur justement la complexité. On a réduit la complexité accidentelle à ce moment-là qu'on imposait aux développeurs verticales. Et du coup, il peut se concentrer sur implémenter la partie métier qui le concerne. Et tout ça, ça fait que on va plus vite. En fait. Et donc, on livre beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a appris niveau collaboration, en mettant les gens ensemble les uns avec les autres, qui est un peu gros le deuxième point. Donc, je vous rappelais, on a adapté la mission des équipes parcours qu'on faisait pivoter vers ces rôles d'équipe plateforme, et on leur a demandé de bosser directement avec les devs verticaux. Donc, voilà, relation client-fournisseur, et donc on fait du swarm, du pair, du mob, que sais-je. Ça, en fait, le fait de commencer par ça, ça a mis, tout simplement, les équipes plateforme, / parcours, dans une position où ils faisaient du véritable recueil de besoins auprès des verticales, soit un peu en amont, soit à chaud pendant les devs ensemble, pour regarder où étaient les contentions et ainsi de suite.
Et donc ça, c'est tout ça pour justement fournir, comme on a vu, des bouts de code et de refactoring qui aident de plus en plus les verticales à être autonomes sur les domaines qui étaient plateformisés. Et donc Melvin avait raison, en gros. Effectivement, en pivotant la relation et en leur fléchant un peu la route, on voit qu'on arrive à faire très facilement émerger le design et le soutenir directement par le pair. Le fait que les mecs aient les mains sur la code base en même temps, ça fait qu'ils voient vraiment où sont les impédances, les difficultés et ainsi de suite, et ils peuvent vraiment avoir une boucle de feedback loop au sens produit, au sens ligne du truc. Voilà, donc, grand big up aux études américaines. Et comme ça on l'a montré juste avant, ça a un impact sur plein de nos symptômes. Autre élément intéressant, moi je le trouve intéressant pour le coup, voire peut-être le plus fondamental même. Donc comme je disais, on les a fait travailler ensemble. Et quand ça marche, en fait, la confiance réciproque entre les gens des équipes, elle augmente. Alors qu'est-ce que j'appelle confiance réciproque ? On peut parler aussi de capital social. Grosso modo, ils sont de moins en moins dans une situation où ils vont négocier entre eux et ils vont de plus en plus se faire confiance et se dépanner les uns les autres, tout en sachant, ou en tout cas en présumant que si la position était inversée, les copains d'en face feraient la même chose pour eux. La confiance réciproque, c'est je t'achète une bière et je sais aussi qu'il y a une forte chance que la prochaine fois qu'on se croise au bar, ce soit toi qui me rince. La même version IT. Et donc cette confiance réciproque, elle augmente et ça a des effets intéressants. Le premier, c'est que du coup, les gens ils collaborent directement plus facilement. Et donc on a une sorte de boucle là, qui est très sympa, où grosso modo, plus les gens ils bossent ensemble directement sur les mêmes problématiques, plus ils ont envie de rebosser ensemble directement sur les mêmes problématiques. Et ils sont de plus en plus confiance. Et ça, c'est un side effect très drôle. C'est que du coup, il y a énormément de choses qu'il n'y a plus besoin du tout de synchronisation formelle entre les équipes. Il y a énormément de trucs qui passent déjà direct de dev à dev sans que ça apparaître sur les radars. Et même quand on est à des niveaux de complexité qui impliquent que du coup il y ait des choix produits ou les managers dans la boucle, ça se fait de façon beaucoup plus pragmatique sans avoir plus besoin d'arriver avec justement des specs complètement détaillés, des pesées et ainsi de suite pour animer la discussion. C'est plus le problème. Le problème, c'est de régler le problème. Et donc les gens vont beaucoup plus vite. Parce qu'ils se posent beaucoup moins de questions. Et ça, du coup, à l'échelle de la boîte, c'est un truc qui a un effet de levier qui est vachement important. C'est-à-dire qu'en fait, on crée de la confiance et du lien entre les équipes, et du coup, elles peuvent se back-upper, se couvrir de façon beaucoup plus agile. Et ça, c'était super chouette à voir. Exactement. Ça va à l'opposé justement de ce que impliquent les process de négociation, de tickets, de process en amont et ainsi de suite, qui justement rendent ces discussions-là très contractuelles. Là, à l'opposé, on commence par faire quasiment. Donc ça met dans des dispositions complètement différentes. Dernière chose, tout simplement le fait d'être en pair ou en mob avec des gens sur leur code base, ça aide à profiter de leur savoir, leur bagage technico-fonctionnel. Typiquement sur le search, par exemple, choisir comment on construit un scoring, c'est quelque chose sur lequel c'est super important d'être accompagné par des experts parce que c'est un savoir très pointu, à la fois très lié à des internals de Elasticsearch, à la fois très lié à des trucs de data science. Et donc là aussi, ça a un effet positif de faire bosser les gens ensemble sur la charge cognitive, directement, sans qu'il y ait forcément besoin de DX pour ça. Voilà. Alors, au bilan. Le bilan, c'est qu'on a un truc comme ça, qui dit que ça marche. Je suis content. Voire même, il y a des boucles de renforcement et tout, et donc, quelque part, on a adressé nos problématiques de symptômes. Du coup, est-ce qu'on n'a plus du tout de symptômes nulle part ? Côté search, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la piquette, ça s'est très bien passé. Et du coup, effectivement, on n'a plus aucun des symptômes qu'on avait de base. C'est-à-dire que, comme je vous disais, pour les petites features, c'est du lien direct entre dev à dev, ils s'ouvrent une PR, ils se voient 5 minutes, ils bossent 2 heures ensemble et c'est fixé. Pour les gros trucs, ils grouvent ensemble.
Et ensuite, ils se calent un truc dans leur agenda ensemble et ils tapent dedans, sachant qu'on réserve de la bande passante uniquement pour ça, quoi. Entre guillemets, semi hors roadmap dans les équipes parcours pour être à dispo, justement pour pairer sur les besoins verticaux. Et voilà, et on a refactoré l'ensemble et fait émerger la plateforme. Donc voilà, il n'y a plus de problème de périmètre ou de pourrissement de code. Côté plateforme de petites annonces, ça s'est un petit peu moins bien passé. Et ça s'est un petit peu moins bien passé, notamment parce qu'on a dû commencer par régler une grosse dette technique. On a fait genre quasiment 3 ou 4 mois de refactoring sur la dette accumulée, donc sur pour aussi ces problèmes de cohésion de code. Et du coup, quand l'équipe a commencé à vraiment bosser sur la plateforme, en fait, elle était déjà un peu sur rail à bosser toute seule. Et du coup, elle a justement sorti un peu la plateforme dans son coin, qui était pour le coup vachement élégante côté, techniquement d'un point de vue technique, mais elle a eu énormément de mal derrière à la mettre dans les mains des verticales et à lancer la relation. Et c'est toujours compliqué aujourd'hui. Alors, du coup, on a eu les avantages du refactoring, du clean de code et d'avoir un outil qui permet de dev plus vite, mais il reste des ambiguïtés sur à qui c'est de l'utiliser et quand. Ça, c'est un petit peu dommage. Et sur la partie paiement, on est dans un cadre qui ressemble un peu à celui de la petite annonce. Pour le coup, on a refait un design qui est clair et qui donne des responsabilités, qui flèche les responsabilités assez clairement entre les verticales et la plateforme. Mais par contre, là, le problème qu'on a eu, c'est que les équipes paiement, elles ont été depuis 3 ans sous une très 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 forte pression. Parce que je vous le disais au début, en fait, ça fait 3 ans qu'on investit sur la partie transactionnelle chez Le Bon Coin, et eux, ils sont au cœur du réacteur. Et en fait, ils avaient cette initiative de plateforme, les devs investissaient dessus, mais ils n'avaient pas de bande passante dédiée pour, en fait, parce qu'ils étaient systématiquement sous le feu. Et le seul moment où ils ont pu vraiment commencer à bosser le sujet, c'est quand justement on a augmenté le nombre d'équipes et qu'on a commencé à offrir quelques ressources dédiées à cette initiative. Donc tout ça pour dire, ça c'est trop génial, mais ça ne marche qu'à 2 conditions. Un, qu'on arrive vraiment à basculer la relation, et donc le mindset à la fois des équipes plateforme et chez nous des verticales, qu'on les mette vraiment devant les responsabilités spécifiques, enfin dans les responsabilités qui leur sont propres en tant que client et en tant que fournisseur. Et le deuxième, ça nécessite d'avoir du temps et des ressources dédiées en fait. C'est très très difficile à faire en parallèle du run. Par les mêmes personnes, j'entends. Et ce, à la fois pour la transformation, mais aussi pour le run. C'est très important côté plateforme d'avoir du temps dédié pour justement le swarming, l'accompagnement, etc., pour pas avoir synchronisé pour ça. Tout ça pour dire, bon, est-ce qu'on a réussi à répondre aux besoins de notre CEO? Alors ça, c'est les KPI. On a sur ces 2-3 années là, on a réussi à tripler le nombre de fonctionnalités verticales qu'on sort. On a réussi à augmenter de 50% l'efficacité vendeur du site, c'est-à-dire le nombre de contacts que vous avez quand vous vendez pour quelque chose sur Le Bon Coin. Et on est rentré dans le top 10 des e-commerçants français. Et donc, grosso modo, on a rendu notre CEO heureux. Donc, voilà, le contrat a été honoré. En conclusion, les next steps, on va progressivement généraliser le pattern. On va investir plus fortement sur les communautés de pratique, justement pour ces questions de switch de mindset et aussi justement de méthodes de développement, parce que ça change un petit peu, parce que on se retrouve d'un coup à plutôt construire du logiciel, plutôt faire des trucs qui ressemblent à du SaaS et ainsi de suite, qu'un site web de petites annonces. Et donc pareil, il y a intérêt à mettre en commun les savoirs qui ont été acquis par les teams qui sont passés par là. Et dernier point, parce qu'on a géré un poil à l'arrache jusque-là, on va essayer d'être un peu plus formel dans la gestion produit de nos plateformes, c'est-à-dire avoir des backlogs, des recueils de besoins et de la priorisation faite de façon assez claire, en appliquant grosso modo les principes de la gestion produit à ces outils. Si jamais vous lancez dans ce type d'approche, vous tente, quelques conseils, lisez ça.
une topologie. Franchement, ce ne sera pas des sous perdus. C'est très très chouette. Ayez le support de la direction du management, comme dans toute transformation en vrai, des ressources dédiées, parce que c'est très compliqué à faire en même temps qu'on marche. Ne faites pas comme nous, sous-estimez pas les besoins d'évangélisation, et jetez tout ce que vous pouvez au feu pour ça, des coachs, des archis, des tech leads, des communautés de pratique, que sais-je. Et un conseil, allez-y itérativement et faites émerger la solution plutôt que de la designer upfront. Voilà, merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions, il paraît qu'il y a une catchbox qui est trop cool. On peut lancer sur les gens. Allez, je crois qu'il faut que tu la lances en diagonale, là, environ à 6 km. Ouais, au rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds, 5 rebonds, 6 rebonds. Allô, allô. Ouais, ma question c'était, est-ce que tu as dû faire scaler tes équipes plateforme pour gérer le fait que du coup, tu as beaucoup plus d'interaction. Ah putain, c'est chelou avec l'écho. Tu as beaucoup plus d'interaction avec tes équipes verticales en fait. Du coup, ta plateforme, il faut la scaler à mort. Ouais. Alors, c'est la première question quand tu amènes ça. Le petit plan, on dit oui, c'est bien, mais bon, en gros, il y a déjà un problème de bottleneck et tu veux rajouter du boulot. Et le swarming, pour le coup, ça a été une façon un peu de louvoyer. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de ressources dédiées dans les équipes parcours, un petit peu de ressources côté vertical, puisqu'ils ont un intérêt, et on va les faire bosser ensemble sur le prototype et faire émerger la plateforme. Et ensuite, une fois que la plateforme a pris un peu de vent dans les voiles, c'est tellement évident que ça apporte de l'efficacité que derrière, c'est plus très compliqué de négocier du temps dédié. Oh là là, c'était sportif. Merci. Pour que ça marche, il faut que les technos soient quand même assez homogènes, j'imagine. C'est une bonne question aussi. Oui. Alors. Oui, mais. Alors, comme j'ai expliqué, Le Bon Coin, c'est une boîte qui a grossi aussi par rachat. On a fait pas mal de M&A. Donc, on a plusieurs stacks en interne. On essaie de faire converger tout le monde sur la stack, on va dire, Go, microservices, etc., qui fait tourner le site Le Bon Coin. On a des trucs qui tournent en C, on a des trucs qui tournent sur Oracle, ainsi de suite. On a d'autres stacks. Par contre, comme on refactore les plateformes, elles tendent à avoir un niveau d'abstraction supérieur. Et du coup, à se découpler aussi un peu des domaines à côté. Ce qui fait que tu commences à avoir de la réutilisabilité de certaines plateformes. Typiquement, le search, en fait, on a fait en sorte, quand on l'a refactoré, de pouvoir le plugger sur des flux qui ne soient pas les flux de petites annonces du Bon Coin. Et donc, de pouvoir potentiellement le partager avec d'autres sites de notre groupe. Donc, oui, tu as ce problème de faire venir les gens pour les construire sur la même stack, surtout si tu partages du code. Par contre, le niveau d'abstraction montant, tu peux le réutiliser dans d'autres cadres dès que tu construis un peu du SaaS, quoi. Est-ce que ça répond à la question ? Merci beaucoup.